Pardon. Ok, je reprends. Donc, bonjour à tous. Donc, on est très heureux avec Nathalie Capel et Philippe Sexic de vous accueillir pour, alors je crois que c'est le dernier webinaire de la saison de la FHU PACEM. Et donc, voilà, en fin de session, je pense que c'est toi, hein, Philippe, qui fera un petit point sur un peu le bilan de ces webinaires qui ont été un succès, soit le jour même et aussi lors des replays. Vous avez été très nombreux à voir également les replays. Et donc aujourd'hui, donc c'est un grand plaisir d'accueillir Mouna Anachi. Donc Mouna est professeure de nutrition. Elle travaille à l'hôpital Paul Brousse à Villejuif et c'est une grande experte des troubles du comportement alimentaire. Et donc Mouna a eu l'occasion justement de travailler sur ces enjeux. Alors en particulier hein, sur les troubles du comportement alimentaire. Les troubles du comportement alimentaire, c'est très très divers. Mais Mouna a travaillé en particulier sur les enjeux liés à l'anorexie en lien bien sûr avec le microbiote intestinal, puisque c'est notre sujet dans le cadre de la FHU PACEN. Donc Mouna, à toi de jouer, et puis donc je passerai en fin de session la main à mes collègues, donc Philippe Saxic et Nathalie Capel. Merci Karine, merci Philippe et Nathalie. Ravie d'être avec vous aujourd'hui et partager cette présentation sur le lien entre l'anorexie mentale et le microbiote intestinal. Donc, je vais partager mon écran et vous me dites si vous le voyez, comme ça je peux démarrer. Mouna, oui, on le voit, il faut que tu le mettes, voilà, on présentait. Ouais, Voilà. c'est parfait. Alors, je vais commencer par faire une petite introduction avec quelques données épidémiologiques, physiopathologiques des troubles des conduites alimentaires en général et de l'anorexie mentale en particulier, avant de rentrer dans le vif du sujet. J'ai pas de chronomètre, mais je vais essayer de respecter mon temps. Donc, quand on parle de troubles des conduites alimentaires, on parle d'un large spectre incluant plusieurs pathologies qui sont à la frontière entre la médecine somatique, la nutrition et la psychiatrie, qui ont toutes pour point commun de présenter des modifications significatives et des perturbations significatives et durables de la prise alimentaire, avec un retentissement somatique, psychiatrique, familial, social, professionnels, etc. Donc, ces troubles des conduites alimentaires, donc on avait dit plusieurs entités, ils vont de l'anorexie mentale sévère jusqu'à l'hyperphagie boulimique au binge eating disorder, avec pour l'une et l'autre des conséquences somatiques et nutritionnelles différentes. Lorsqu'on prend en charge des patients souffrant d'anorexie mentale, nos préoccupations, c'est la perte de poids et la dénutrition, avec toutes les conséquences sur le risque vital, les complications d'organes, alors que quand on est à l'autre extrémité d'hyperphagie boulimique, on est plus sur les conséquences de l'obésité. Entre ces deux extrêmes, il y a plusieurs entités, les troubles restrictifs non définis alimentaire, et puis la boulimie, le night eating syndrome, etc. Donc, le sujet du topo se situe autour de l'anorexie mentale et de l'anorexie mentale sévère. Juste un point sur l'épidémiologie avec cette étude publiée en 2018, qui est une revue de littérature, qui reprend l'évolution de la prévalence des troubles des conduites alimentaires. On en entend beaucoup parler. On dit qu'il y a une explosion des troubles des conduites alimentaires, qu'il y en a beaucoup plus aujourd'hui qu'il y en avait avant. Donc, ce constat est réel, mais il est à prendre avec un peu plus de précaution. Aujourd'hui, les moyens de dépistage, les connaissances, que ce soit en population générale, mais aussi population des soignants et la population médicale concernant le trouble des conduites alimentaires sont beaucoup plus importantes qu'avant, qu'il y a 10, 20 ou 30 ans. On a plus d'outils diagnostiques et on est beaucoup plus sensibilisé. Donc, et il y a peut-être réellement une augmentation des troubles des conduites alimentaires et notamment de l'hyperphagie boulimique en miroir de l'obésité, avec une légère augmentation des autres.
Quand on parle de l'anorexie mentale, donc c'est une pathologie, c'est la plus sévère c'est le plus sévère des troubles des conduites alimentaires avec une mortalité élevée, avec un taux de mortalité standardisé assez important en fonction des études. Par exemple, cette étude publiée en 2011 montre un taux de mortalité standardisé qui est à un peu moins de 11, c'est-à-dire que les patients meurent 12 fois plus qu'une population du même âge et du même sexe après 14 ans d'évolution. Et puis dans notre corps de patients, donc on a des patients adultes autour de 30 ans, ayant un indice de masse corporelle autour de 12 et une durée de la maladie autour de 10 ans. On voit que le taux de mortalité brut est de 11,5% et surtout que le taux de mortalité standardisé est autour de 16. Ça veut dire que nos patients à 5 ans meurent 16 fois plus que la population générale du même âge et du même sexe. C'est une mortalité très élevée qui est probablement enfin, dont la principale complication, la principale cause sont les complications somatiques, toutes confondues, que ce soit les complications d'organes vitaux, les infections, l'augmentation de l'incidence de certains cancers, notamment le cancer de l'œsophage, sont les plus importantes. C'est la première cause de mortalité devant le suicide. Donc, juste un petit rappel du contexte de l'anorexie mentale. C'est une pathologie qui est relativement fréquente puisqu'elle touche 1 à 2% des femmes avec un début autour de 14 et 17 ans de pic de début de maladie, une restriction alimentaire volontaire pouvant entraîner une dénutrition pure et chronique avec une atteinte d'organes vitaux, le foie, le cœur, mais également le tube digestif. Cette dénutrition peut s'accompagner de troubles métaboliques, hydroélectrolytiques mettant en jeu le pronostic vital à très court terme. Et il faut savoir qu'il y a deux sous-types, deux principaux sous-types de l'anorexie mentale. On a l'anorexie mentale restrictive pure, où le patient va se restreindre de s'alimenter seulement pour diminuer son poids, et puis celles qui sont associées à des conduites de purge, où en plus de la restriction, les patients vont avoir recours à d'autres stratégies, comme l'utilisation, le recours au vomissement provoqué après soit des repas normaux, soit après des crises de boulimie, mais aussi l'utilisation de certains médicaments à but purgatif, tels que les plus fréquemment utilisés sont les laxatifs. Et puis à cette symptomatologie très nutritionnelle s'ajoutent des symptômes psychiatriques. Je parle bien de symptômes et non pas de comorbidité. On a des symptômes d'anxiété, de dépression, et puis une activité physique problématique. Donc c'est une activité physique qui est supérieure aux capacités et à l'état nutritionnel du patient. Et tout ça va impacter sur la prise en charge et le pronostic des patients. Plus ces symptômes sont importants et plus l'impact sur le pronostic et la prise en charge est important. La mortalité, j'en ai parlé. Et ce qui est important aujourd'hui de dire, c'est qu'il n'y a pas de traitement médicamenteux spécifique de l'anorexie mentale. On a des traitements spécifiques des comorbidités, donc les comorbidités psychiatriques, tels les syndromes dépressifs, les symptômes anxieux, etc. Le recours aux thérapies cognitivo-comportementales, mais il n'y a pas de molécule spécifique à l'anorexie mentale. Je n'ai pas parlé de l'évolution. Ce qui est important de dire, c'est qu'il y a quand même une possibilité de guérison totale, de rémission et de guérison de l'anorexie mentale. Et cette guérison, elle est conditionnée par la précocité de la prise en charge et le fait d'avoir recours de pouvoir avoir accès à une prise en charge adaptée. Alors, juste pour tordre le cou aux idées reçues, c'est une pathologie ancienne, ce n'est pas une maladie conséquence du diktat de la mode et de la minceur actuelle. C'est une pathologie qui a été décrite dans la littérature classique depuis très longtemps. Il y a ce très beau livre écrit par Ginette Rimbaud et Catherine Eliachev qui reprend certaines situations cliniques dans la littérature personnes souffrant d'anorexie mentale célèbres. Donc là, il y a Simone Weil, notre philosophe, Sissi, l'impératrice d'Autriche, et si on va un peu plus loin, Catherine de Sienne aurait souffert de symptômes d'anorexie mentale. Et si on pousse un peu le bouchon un peu loin, Antigone, telle que décrite par Johann Nouy, aurait certains comportements anorexiques. Tout ça pour dire que ce n'est pas une pathologie de la mode actuelle, mais c'est une vraie maladie ancienne. Son éthiopathologie est complexe. Elle associe des facteurs prédisposants endogènes, probablement avec prédisposition entre autres génétiques, comme toutes les pathologies chroniques. Et puis surviennent des facteurs déclenchants à des moments de vulnérabilité qui est le moment de la période de la puberté et de l'adolescence, avec plein de modifications, toutes les modifications hormonales, de croissance et puis psychologiques de cette période.
Et puis ensuite, il y a des facteurs qui vont pérenniser les symptômes de la pathologie, qui sont l'état nutritionnel, qui va cristalliser ou participer à la cristallisation des symptômes psychiques, et puis pourquoi pas la perturbation de l'axe intestin-cerveau. Le sujet du topo aujourd'hui, c'est d'essayer de voir avec vous, en s'aidant de la littérature publiée, si la rupture de la symbiose entre l'hôte et le microbiote intestinal est en lien avec cette physiopathologie de l'anorexie mentale. Est-ce que c'est un facteur endogène prédisposant? Est-ce que c'est un facteur qui va survenir à un moment de vulnérabilité qui va jouer un rôle déclenchant? Ou est-ce que c'est juste une conséquence et un facteur pérennisant des symptômes? Alors, les apports de la recherche clinique, si on regarde sur PubMed, j'ai pas mis cette diapositive, mais on regarde, il y a un gain d'intérêt pour le microbiote intestinal dans les pathologies psychiatriques en général, et spécifiquement les troubles alimentaires et l'anorexie mentale, depuis une trentaine d'années. Et plus spécifiquement et de façon assez exponentielle ces 10 dernières années. Donc, et ce gain d'intérêt est aussi en lien avec l'amélioration et le développement des moyens d'étude, des méthodes d'étude du microbiote intestinal. Je vous ai mis cette première étude qui a été publiée en 2009 par Million et ses collègues, mais également par Armougom également, qui sont intéressés à Methanobrevibacter smithii, qui est une archée, comme vous le savez, dominante de l'écosystème digestif humain et qui joue un rôle clé dans l'efficience et la digestion des polysaccharides. Donc, il y a eu une étude en 2009, puis une autre en 2013 chez les obèses, qui a montré que l'abondance relative de Smithy, M. Smithy, était euh, plus importante chez les patients atteints d'anorexie mentale comparativement aux patients obèses. Et vous voyez ici, on voit la même chose ici. Et quand on regarde et en miroir avec le lactobacillus. Et ce qui est important de souligner, c'est que chez les patients obèses, la méthanobrevibacter smithii est diminuée chez les patients atteints d'anorexie mentale et elle est augmentée chez les patients en situation d'obésité. Ce qui est important de souligner, c'est que quand on regarde, j'ai pas mis ici parce que ça aurait fait trop, chez les patients dénutris ou les enfants dénutris en dehors de l'anorexie mentale, la méthanobrevibacter smithii n'est pas spécialement augmentée dans le peu d'études que nous avons. Alors, deux hypothèses. Est-ce que cette augmentation de la méthanobrevibacter smithii est un mécanisme adaptatif à la privation alimentaire? Donc, son augmentation entraîne une augmentation du rendement énergétique du peu de nutriments ingérés, ou est-ce une augmentation qui est secondaire à la constipation chronique, qui est un symptôme quasi présent chez la majorité des patients et qui pourrait expliquer donc cause ou conséquence, encore une fois. Ça, c'était depuis 2009 déjà. Et puis, le développement des méthodes d'étude du microbiote intestinal, et notamment la méthode de l'ADN ribosomal SASES, a permis de réaliser des études de toutes les populations bactériennes. Une étude chez des patients atteints d'anorexie mentale. Il y avait cette première étude publiée en 2015 d'une équipe japonaise qui a comparé le microbiote intestinal de 25 patients souffrant d'anorexie mentale à 21 contrôles. L'indice de masse corporelle était assez bas chez les patients de 12 et de 21 chez les contrôles, et donc cette méthode d'ADN ribosomal 16S. Et pour la première fois, on a montré une diminution de la richesse, mais également de la diversité bactérienne chez les patients atteints d'anorexie mentale comparativement aux témoins, comme on le voit ici sur cette présentation composante principale. Et puis, de façon intéressante, le Clostridium difficile, donc c'est un germe pathogène, était plus important dans le sous-type des patients présentant une forme purgative de la maladie, c'est-à-dire avec des crises de boulimie ou des conduites de purge. Donc, c'était en 2015. On est suivi un certain nombre d'études que je ne détaille pas ici. Mac et ses collègues, par exemple, en 2016, ont montré également une diminution de la diversité et de l'abondance. Et Burgo et ses collègues également, pareil, en 2017. Et puis récemment, en 2021, il y a eu cette étude qui a montré plutôt des résultats contradictoires avec une augmentation de la richesse par l'indice de KO chez les patients atteints d'anorexie mentale. Vous voyez ici, ils ont comparé les contrôles, des sujets contrôles,
à des patients atteints d'anorexie mentale avec un indice de masse corporelle à 14, puis après renutrition, où l'indice de masse corporelle était remonté à 17. Donc les résultats étaient de façon intéressante contradictoires par rapport aux études précédentes. Probablement que ces résultats sont à interpréter avec beaucoup de prudence. Euh, on sait que les méthodes sont différentes, les méthodes de recueil de sel sont différentes, les méthodes, les habitudes alimentaires sont très différentes. C'est des études qui ont été menées dans des pays différents, donc avec des habitudes alimentaires différentes, les âges des patients, le degré de nutrition, et puis les bases de données sur lesquelles sont interprétés les résultats sont parfois également différentes. Donc tout ça est à interpréter bien sûr avec prudence. Tout ce qu'on peut dire jusque-là, c'est que comparativement à des témoins sains, des contrôles, il y a une modification du microbiote intestinal. Et puis, notre équipe avec l'INRA a réalisé cette étude, une synthèse quantitative des données microbiologiques de 4 études. Donc, l'étude de Mac, de Clément, de Borgo et notre étude qui a été publiée en 2019. Donc, on a contacté les auteurs, on a récupéré les données brutes, on les a poolées et on a regardé si on avait des résultats similaires. Donc, quand on regarde, quand on ne poule pas les données, on voit qu'il y a une hétérogénéité des résultats entre les études. Persiste quand même une différence entre les témoins et les contrôles, et avec un ratio Firmicutes sur Bacteroidetes dans les différents, dans toutes les études présentées. Et puis, je ne pouvais pas ne pas vous parler de cette étude très récente qui a été publiée fin 2023, et c'est la seule étude aujourd'hui qui a étudié le microbiote intestinal des patients souffrant d'anorexie mentale et qui a permis, en utilisant la méthode de métagénomique, donc non seulement les bactéries, mais également toutes les cellules eucaryotes intestinales de l'intestin. Donc, ce qu'elle a montré, cette étude, c'est qu'il y avait une réduction des interactions virales et bactériennes. Donc, le virome a été étudié pour la première fois. Et après ajustement des covariables âge, statut au niveau du tabac et à prise de médicaments, 31 espèces virales étaient enrichies ou diminuées chez les patientes par rapport aux témoins, comme on peut le voir ici. Donc voilà où on en est au niveau de l'étude de la différence entre les microbiotes patients atteints d'anorexie mentale et contrôle sain. Et puis, au fur et à mesure et parallèlement à l'étude de la dysbiose, a été recherché un lien potentiel entre l'abondance relative de certaines bactéries et les symptômes de l'anorexie mentale. Quand on parle de symptômes de l'anorexie mentale, c'est-à-dire la restriction alimentaire, euh, la perte pondérale, les symptômes d'anxiété et de dépression, les troubles fonctionnels intestinaux et j'en passe, et les complications somatiques qui sont diverses et variées. Alors, j'ai choisi de vous parler, pas de tout, parce que sinon on n'aurait pas le temps en 30 minutes. D'abord, des troubles fonctionnels intestinaux chez les patients atteints d'anorexie mentale. Pourquoi? Parce que les troubles fonctionnels intestinaux sont présents chez 60 à 100% des patients en fonction des séries. Donc, à type de douleur abdominale, de ballonnement et de constipation, de ralentissement du transit. Ces troubles sont présents donc de façon importante. Ils sont de façon intéressante, ces troubles fonctionnels intestinaux, lorsqu'on pose la question à nos patients, parfois ils sont présents antérieurement au déclenchement de la maladie. Donc, c'est des patients qui vous disent, moi, j'ai toujours été constipée, j'ai toujours eu mal au ventre, même avant l'installation des symptômes de l'anorexie mentale. D'où l'idée de se dire, est-ce que cette dysbiose responsable de ces troubles fonctionnels intestinaux n'est pas un des facteurs déclenchants de la maladie? Donc, on s'est intéressé à la quantification de troubles fonctionnels intestinaux par un score, le score de Francis. Donc, on a pris 30 patients et 30 témoins sains, 30 patients atteints d'anorexie mentale et 30 contrôles, des IMC 21 versus 11,7, donc une dénutrition extrême chez ces patients. Et vous voyez que le score de Francis était forcément plus élevé chez les patients. Et puis, euh, cette étude publiée en 2018 a confirmé la présence d'une dysbiose du microbiote intestinal chez les patients comparativement aux témoins et, de façon intéressante, la prédominance de bactéries potentiellement pathogènes, donc notamment les Klebsiella, par exemple, qui étaient plus exprimées chez les patients, et certaines bactéries plutôt
bénéfiques pour la maturation du système immunitaire digestif, notamment Eubacterium et Roseburia, étaient plus exprimées, elles, chez les patients que chez les témoins que chez les patients. Et puis, pour la première fois, une forte corrélation a été démontrée entre dysbiose du microbiote intestinal et troubles fonctionnels, dysbiose, oui, et troubles fonctionnels intestinaux. Donc jusque-là, donc, il y avait une association. Restait quand même le rapport de causalité entre dysbiose et anorexie mentale, restriction alimentaire, activité physique problématique et troubles anxieux dépressifs. On va voir ce que va apporter l'apport des études fondamentales. Alors, si on s'intéresse à la symptomatologie dépressive et le microbiote intestinal, on sait que la symptomatologie dépressive, je parle de symptômes dépressifs, hein, et notamment, et pas d'épisodes dépressifs caractérisés. Vous savez que les symptômes dépressifs apparaissent dans les cas de dénutrition, quelle que soit l'étiologie, et sont d'autant plus importants chez les patients atteints d'anorexie mentale, puisque 50% des patients expriment des symptômes de dépression. Ce qu'on a montré au niveau du microbiote intestinal, c'est qu'il y avait une augmentation relative de la proportion du genre Alistipes, qui appartient au phylum Bacteriodota. Donc, comme vous voyez ici, Alistipes, donc il y a plusieurs bactéries qui ont été étudiées. Et si on s'intéresse à Alistipes, on voit qu'elle est largement diminuer, je suis désolée, c'est un peu petit chez les patients. Une augmentation relative augmentée chez les patients comparativement aux témoins. Et on sait que cette bactérie est impliquée dans le métabolisme du tryptophane, qui est le précurseur de la sérotonine intestinale. Alors, je vais passer rapidement sur la sévérité de la dénutrition et le microbiote intestinal dans l'anorexie mentale. L'indice de masse corporelle a été et aussi, en fonction des études, positivement corrélé à l'abondance relative de certains genres bactériens et négativement corrélé à d'autres genres. Et puis, c'est posé la question de rechercher une signature. Est-ce qu'il y a une signature bactérienne? Est-ce qu'il y a un profil bactérien spécifique chez les patients souffrant d'anorexie mentale? Donc, notre équipe a réalisé cette étude également, toujours en poulant les données de plusieurs études. Ça a été publié en 2021. Et ce qu'on a pu démontrer, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris 3 études qui avaient un design similaire et on a réanalysé l'ensemble des données de la RN16S ciblant la région V3, V4 et ce qui faisait un total de 90 patients et 70 contrôles. Ce que j'avais pas précisé jusque-là, c'est que les études menées jusque-là étaient des études menées sur des petites populations de patients. Pourquoi? Parce que c'est difficile d'avoir des selles. Les patients ont un ralentissement du transit. Quand ils se présentent pour une prise en charge, ils sont en situation de dénutrition extrême. Donc l'urgence est de les renourrir. Et les renourrir et recueillir des selles chez un patient qui est souvent en occlusion ou en subocclusion, c'est toujours compliqué. Donc, c'est pour ça que les effectifs des études étaient à chaque fois réduits. Et, et donc, le pool de ces 3 études a montré une différence significative de Roseburia, du genre Roseburia, qui était proportionnelle à la gravité de l'anorexie mentale, surtout à la gravité de la dénutrition exprimée par l'IMC. Et cette signature était stable dans le temps, même après reprise partielle du poids, parce qu'une des études avait suivi les patients avant et après. Donc, on se demandait là si Roseburia, la perte de Roseburia n'était pas une signature spécifique chez les patients atteints d'anorexie mentale. Et puis, ce qui a montré dans cette étude-là, c'est qu'il y a 2 genres bactériens, Roseburia et Zenbergella, dont les abondances étaient opposées dans le microbiote des patients et des témoins. Toujours dans la même étude. Donc voici globalement l'apport de la recherche clinique c'est des études essentiellement comparatives de patients et de témoins, des patients dénutris atteints d'anorexie mentale et des patients comparés à des contrôles sains. Ce qui est dommage, c'est que la majorité des patients étaient des patients déjà en situation de dénutrition avec une maladie, des symptômes déjà bien installés. Donc, on n'avait pas accès à des patients au tout début de la maladie avec un indice de masse corporelle qui était normal. Et il n'y a pas encore d'études qui ont pu évaluer aussi le microbiote intestinal après rémission et après retour à un poids normal. Mais c'est en cours.
Alors, l'apport de la recherche fondamentale, j'ai pris le parti de ne pas vous parler des modèles animaux parce qu'il y avait la contrainte de temps et je me suis concentrée sur les études de transplantation fécale. Donc, il y avait cette première étude qui a été publiée en 2017 par une équipe japonaise aussi, Atta et ses collègues en endocrinologie. Cette étude a été la première à étudier les conséquences, à rechercher les conséquences comportementales et biologiques d'une transplantation fécale à partir de celles de patientes avec anorexie mentale. Donc c'était un pool, donc c'était assez particulier parce que c'était un pool de 5 patients phénotypés et de 5 témoins transplantés à deux groupes de 12 souris chacun. Alors ils n'ont pas transplanté ils n'ont pas étudié le microbiote chez les souris transplantées, mais chez leur descendance. Et donc, vous voyez ici, de façon intéressante, la simple transplantation fécale fait que la prise de poids était significativement moins importante dans le groupe souris transplanté avec du microbiote de patients atteints d'anorexie mentale que les sujets contrôles. Et puis, quand on regarde la prise de poids, euh, l'alimentation cumulée était différente. Donc, les patientes euh, atteintes d'anorexie mentale ont réduit leur apport alimentaire comparativement aux autres. Et puis, le rendement alimentaire était également moins efficace. Et puis, il y a cette étude qui a été publiée aussi très récemment en 2023 de transplantation du microbiote fécal, mais cette fois-ci associée à une restriction alimentaire énergétique. Donc, l'objectif, je pense, était de fixer le modèle sur plus longtemps. Et pareil, on trouve les mêmes résultats avec une réduction du gain pondéral et l'expression induite de gènes du tissu hypothalamique et adipeux était associée à un métabolisme énergétique et à un comportement alimentaire anormal. Donc il y a un lien entre euh, comportement, axe intestin-cerveau et microbiote intestinal. Ça, c'est une étude qui est en cours actuellement chez nous. Je vous présente les résultats préliminaires d'une étude de transplantation fécale de patientes à ce moment-là. La différence, c'est que la transplantation a été faite à partir de patientes en situation de dénutrition extrême avec des indices de masse corporelle à 10 et donc bien phénotypés, une forme restrictive parce que c'est la plus fréquente et avec des durées d'évolution de la maladie plus importantes, parce qu'elles avaient 30 ans et 10 ans en moyenne d'évolution. Là également, on voit que le pourcentage de prise de poids était moins important chez les souris patientes que chez... ah non, pardon. De façon assez contradictoire par rapport aux premières études, les patientes atteintes d'anorexie mentale avaient une prise de poids supérieure par rapport aux souris transplantées avec du microbiote normal, enfin de sujet contrôle. Et il n'y avait pas de différence significative au niveau de la prise alimentaire et de l'efficacité. Également, par contre, au niveau de la consommation euh, alimentaire, on voit qu'à certains points, euh, les patientes atteintes d'anorexie mentale avaient une alimentation moins importante. Donc, probablement, ces résultats, en tous les cas, nous amènent vers plutôt l'hypothèse d'une adaptation d'un microbiote intestinal adapté. On sait également, toutes les études sont intéressées aux métabolites bactériens, les acides gras à chaîne courte chez les patients, avec un lien entre la concentration, on sait qu'il y a un lien établi entre la concentration des acides gras à chaîne courte, la motricité intestinale et la maturation immunitaire. Donc nos patients ont un ralentissement de la motricité intestinale, ont une immaturité immunitaire, ça on le sait, euh, et on voulait savoir s'il y avait un lien avec la sécrétion des acides gras. Donc l'excrétion fégale est globalement diminuée dans toutes les études proposées. Cependant, les taux d'acides gras totaux, acétate, propionate et butyrate, sont rapportés de manière contradictoire dans les différentes études. Encore une fois, interprétés avec prudence parce que les indices de masse corporelle, donc la sévérité de la dénutrition était différente. Le recueil des ingestats n'était pas standardisé avec peu d'informations dans certaines études sur les apports quantitatifs et qualitatifs et notamment sur l'apport en fibres. Dans certaines études, les patients étaient sous nutrition entérale.
orale, voire parentérale pour certains. Et voilà, l'apport en fibres n'était pas précisé. Donc, dans notre étude, le dosage global des métabolites bactériens à différents temps après transplantation fécale a montré, pareil, qu'il y avait une différence entre la sécrétion de butyrate, de propionate et d'acétate en, en micromoles par gramme, mais également en pourcentage. Et de façon assez contradictoire, les taux de butyrate étaient plutôt élevés chez les souris patientes, c'est-à-dire transplantées avec du microbiote de patients atteints d'anorexie mentale que de sujets contrôle. Alors que la signature on va vers une signature de diminution de- des bactéries sécrétrices de butyrate. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que ce n'est pas un microbiote adaptatif? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres bactéries qui prennent le relais de cette synthèse? On s'est intéressé également à la composition corporelle. Vous le savez, une des principales complications de l'anorexie mentale et de la dénutrition, c'est la baisse de la densité minérale osseuse, avec une modification de la composition corporelle, donc principale complication chronique. Plus de la moitié des patients présentent une ostéopénie ou une ostéoporose. Elle est plus axiale que périphérique. Les facteurs de risque identifiés sont l'indice de masse corporelle bas, la durée de l'aménorrhée, le début précoce de la maladie, la carence en zinc, le type restrictif de la maladie. Et puis, le risque fracturaire est beaucoup plus important et probablement les fractures sont sous-estimées chez ces patients. Et on sait que chez les patients, il y a une modification de la composition corporelle avec une baisse de la masse grasse. On a voulu regarder ce que ça donnait. Donc, on a, après sacrifice des souris, on a étudié leur densité minérale osseuse par la réalisation d'une absorptiométrie biphotonique corps entier. Et de façon assez surprenante, les souris patientes, c'est-à-dire transplantées avec du microbiote de patients souffrant d'anorexie mentale, avaient une adiposité plus importante que les souris contrôle. Mais pas de différence en termes de masse maigre ni de densité minérale osseuse, même s'il y avait une tendance. On s'est intéressé également au cycle œstral des souris. Vous savez que l'anorexie mentale, la dénutrition s'accompagne d'une aménorrhée. Cette aménorrhée est soit secondaire, soit primaire, soit secondaire. Et de façon assez surprenante, chez les souris, on avait vu que le nombre de cycles et la régularité des cycles étaient perturbés, que les cycles, dans tous les cas, étaient perturbés chez les souris patientes comparativement aux souris témoins. Et puis, si on s'intéresse au nombre d'ovules total et par catégorie, sur les coupes d'ovaires qu'on avait réalisées chez les souris patientes et témoins, on voit qu'il y a une diminution du nombre d'ovules total à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau total, mais au niveau primordiaux, primaire, secondaire également. Donc, probablement un lien entre microbiote intestinal, alimentation, adiposité et et équilibre du cycle. Alors, j'arrive à la fin de ma présentation pour ouvrir un peu sur des perspectives pronostiques et thérapeutiques. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on a une dysbiose du microbiote intestinal. Elle est associée à certains symptômes de la maladie. On a envie de tester la modulation du microbiote intestinal. Donc, pour l'instant, il n'y a pas d'études publiées. Il y a juste 2 cas cliniques de transplantation fécale directement. Donc, ces 2 cas cliniques publiés récemment, non, 2018, les deux. Alors, il y en a à chaque fois avec un donneur sain. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une amélioration, une normalisation transitoire du microbiote intestinal qui revient après petit à petit à son état de base, avec une amélioration des symptômes et une augmentation du rendement, une prise pondérale en tous les cas, transitoire du profil microbiotique et une meilleure efficacité de la renutrition. Mais ça reste 2 cas cliniques, donc interprétés avec prudence. C'était des cas cliniques de patients en échec thérapeutique. Alors, pour conclure et ouvrir le débat, donc ce qu'on a pu montrer, c'est qu'il y avait une dysbiose du microbiote intestinal chez les patients atteints d'anorexie mentale, qui avait une diminution relative de l'abondance des butyrates,
Donc, c'est des bactéries productrices de butyrate, notamment de Roseburia. Il y a des symptômes d'anxiété et de dépression dans l'anorexie mentale qui semblent être associés au microbiote intestinal et qui sont, j'ai pas eu le temps de le montrer ici, transférés via la transplantation du microbiote intestinal. Donc, il y a certains symptômes cliniques qui sont transférés. Donc, se pose la question et reste à investiguer le rôle de la dysbiose euh, durant la renutrition, pendant la renutrition et après rémission et retour à un poids normal. Et puis, est-ce que c'est une voie thérapeutique potentielle, une voie pronostic? Donc, il y a une seule étude, j'ai pas eu le temps de vous la présenter, qui a essayé de rechercher un profil associé à des rechutes après rémission, mais sans résultat probant. Et puis, est-ce que moduler le microbiote intestinal serait une piste thérapeutique intéressante? Probablement pas pour traiter et soigner l'anorexie mentale et la guérir, mais au moins pour améliorer le rendement énergétique, le rendement de la renutrition, traiter les troubles fonctionnels intestinaux et, et pourquoi pas certains symptômes de la maladie. Et voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, professeur Anachi, pour cette présentation. Vous pouvez répondre au séminaire, au sondage du webinaire. Je vous en dirai un petit mot. Et on est très nombreux ce soir, hein, plus de 60, 65. Donc, vous pouvez commencer à poser les questions dans le chat, dans le questions-réponses, comme vous voulez, on les lira. Je vais arrêter de partager et je Voilà, vois. c'est parfait. Donc, la présentation était tout en, c'est sur des données préliminaires, peut-être sur la forme la plus grave de l'anorexie mentale restrictive. Et puis, on a vu les limites, les modèles, les interprétations, etc., et la difficulté de cette science en marche. Donc voilà, c'est sûr que c'était très intéressant. En attendant, peut-être que les questions arrivent, je vais prendre la main pour vous faire un petit partage. J'espère que vous voyez des rendez-vous de la FHU. Comme ça, vous préparez vos questions. J'en ai pour quelques minutes. Donc, c'est les rendez-vous de la FHU. Là, on en est à notre dernière présentation. Encore merci, Mouna. Et merci à tous les orateurs et les organisateurs et les modérateurs. C'était vraiment, jusqu'à aujourd'hui, encore une très belle session. Les présentations étaient essentiellement faites par des femmes, donc bravo à vous. Et puis, nous avons organisé ça avec beaucoup de bonheur. Et ce qui est important de retenir, c'est en moyenne, il y avait à peu près 100 inscrits par session, plutôt 60 participants. On ne peut pas toujours, euh, même si on est inscrit, participer, mais il y a les replays, donc 1500 vues en replay, donc ça c'est très important. Et une satisfaction qui est supérieure à 90% à chaque question, que ce soit le thème, l'horaire, la durée ou les échanges. Donc ça, c'est vraiment très important pour nous. Et vous avez ici un QR code et puis le site de la FHU PACEM où vous retrouvez sur YouTube les replays de l'ensemble de nos webinaires de cette année. Voilà, donc devant ce succès, nous allons bien sûr lancer la prochaine saison 2024-2025 qui commencera en septembre 2024. Et le prochain rendez-vous en ligne, événement scientifique de communication sur le microbiote, ce sera le printemps du microbiote. Et donc, bah, vous pouvez déjà, d'ores et déjà, l'inscrire dans votre agenda. Donc, que ça commence au début du printemps, tout petit peu avant, le 19 mars. Ça s'égrène le long du mois de mars et d'avril. Et mi-mai, on aura ensemble une dernière séance questions-réponses générale avec tous les présentateurs et puis les, les modérateurs.
Donc, on commencera par les neutrophiles, on parlera du cancer du pancréas, des MICI, du déficit en IgA, les avancées, les dernières découvertes avec beaucoup de recul. Et on aura des très bons intervenants, des chercheurs. On aura Harry Sokol, Kiko Rochoff et Joël Doré, qui sont des maîtres du microbiote. Et puis Cindy Nezillier pour le cancer et Camille Dan, une jeune chercheuse dans l'interaction neutrophile microbienne. Donc, de quoi nous occuper le mardi à 13 heures pendant une petite heure. Et puis, on se retrouvera tous le 14 mai pour une séance questions-réponses pour toutes les questions que vous n'aurez pas pu poser. Voilà, j'ai fini. Vous pouvez nous écrire pour nous donner des thèmes que vous voudriez aborder, soit pendant le webinaire de la saison du microbiote, soit pendant le printemps du microbiote. J'arrête le partage et les questions commencent à arriver. Peut-être, Nathalie, je te laisse la parole. Avec plaisir. Bon, donc je vais pouvoir transmettre vos questions à Mouna. Et donc, une première question qui émane de Christelle Vasseur et qui nous dit, je vous remercie pour vos travaux et qui demande ce que vous donnez aux patientes pour améliorer les troubles digestifs à la renutrition. Alors, oui, c'est une question très intéressante. Les troubles digestifs, alors c'est essentiellement les douleurs abdominales. C'est beaucoup, beaucoup la constipation, les douleurs abdominales et les ballonnements. Donc, pour les douleurs abdominales, on donne des antispasmodiques. Pour les ballonnements, eh bien, c'est la renutrition, la diversification alimentaire. Et concernant la constipation, il faut d'abord c'est une constipation mixte à la fois de transit et une constipation terminale. Donc, quand les patients arrivent en situation de dénutrition extrême, il y a souvent un ralentissement du transit qu'on mesure par transit aux pelettes. Et en général, c'est des patientes qui ont des temps de transit parfois supérieurs à 100 heures. Donc, c'est énorme. Donc, euh, les premiers traitements sont des traitements assez agressifs. Ce sont des lavements, ce sont des lavements, des grands lavements, l'utilisation parfois de préparations coliques pour pouvoir euh, euh, renourrir les patients et traiter ces troubles du transit. Et ensuite, moi, je prescris volontiers des probiotiques qui marchent assez bien. C'est-à-dire, je prescris les probiotiques, l'ultra-levure, par exemple, marche assez bien chez certains patients. Prudence pour le reste, parce que c'est des probiotiques qui coûtent assez cher. C'est des patientes qui cherchent à trouver le traitement miracle à leurs symptômes et qui dévient sur des prises en charge, la prise en charge essentielle. Donc, prescrire avec beaucoup de précautions. On prescrit des diurétiques, on prescrit les diurétiques, les laxatifs. On préfère les osmotiques parce que ce sont les moins agressifs. Ce sont des laxatifs qui vont augmenter ou retenir l'eau dans la lumière intestinale et donc aider à ramollir et à évacuer les selles. Et puis, pas de laxatif de l'Est parce qu'il y a un risque quand même de déshydratation. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Qu'est-ce qu'on utilise? Parfois, on utilise les anticholinésterasiques, donc c'est les traitements de la myasthénie qu'on dévie parce qu'ils augmentent le péristatisme colique. Et chez certains patients, on peut les prescrire pour améliorer le péristatisme colique. Sachant que Les, les Oui, actions microbiote, c'est surtout Saccharomyces boulardii, alors que oui. on essaie à quelle dose? Moi, je donne un comprimé par jour sur plusieurs jours. Sur plusieurs jours, 15 jours, et j'arrête. Et en leur disant que de toute façon, c'est la diversification alimentaire qui va faire que ça va s'améliorer et que l'amélioration de l'état nutritionnel va améliorer leurs symptômes. Alors, chez environ 30% des patients, ces troubles fonctionnels intestinaux persistent même après renutrition. Et cela, c'est très difficile de les identifier quand ils sont dénutris. Donc, on fait un traitement symptomatique et après renutrition, si ça persiste, on fait d'autres examens complémentaires et on essaie d'adapter et d'ajuster. Il n'y a pas, je me permets de compléter un petit peu par une autre question. Il n'y a pas une diversité, une signature en termes de microbiote par rapport à ces patients justement qui vont rester avec des troubles fonctionnels intestinaux, dans la mesure où on sait très bien que, pardon, un ralentissement de transit est plutôt associé à un microbiote qui est orienté vers des archées. Donc, est-ce Oui. qu'on
peux pas trouver quelques signatures qui seraient prédictives? Mais justement, c'est le travail qu'on mène, c'est de pouvoir suivre le microbiote intestinal et l'évolution du microbiote intestinal après renutrition. Est-ce que après renutrition, rémission, et c'est pas toutes les études qui ont été menées jusque-là, c'est un suivi à court terme, c'est-à-dire c'est des patients qui ont 14 d'IMC qui sont suivis jusqu'à 17, donc il n'y a pas une normalisation, il n'y a pas un retour des Mais c'est règles. pas suffisant. C'est pas suffisant. Il faudrait qu'il y ait vraiment une normalisation du poids, une normalisation de la sécrétion des hormones en général. Il y a un syndrome de T3 base, il y a les neuropeptides qui sont aussi diminués, et puis il y a le cycle menstruel qui revient, les hormones sexuelles. Tout ça, ce qu'on est en train de faire, c'est de mener une étude longitudinale avant, après. Après renutrition, c'est-à-dire après retour à poids normal et 1 an après stabilisation du poids. Donc, et ça, on verra, il y aura probablement des patients qui vont complètement améliorer leur microbiote et revenir sur une fourchette normale. Et puis, il y aura peut-être ceux qui vont garder un microbiote intestinal modifié. Et peut-être que c'est ceux-là qui vont peut-être rechuter, on ne sait pas. Donc, pour l'instant, voilà, on n'a pas assez de recul. Et ce qui est Alors, très difficile, c'est de pouvoir avoir un suivi des malades au long cours. Et puis, le nombre de patientes qui vont se stabiliser va être réduit. Et puis après, celles qui vont bien ne veulent plus venir voir les médecins. Donc, bien sûr. Ah, je pense que on a déjà quelques éléments de réponse, mais je vais poursuivre avec la question de Pierre Poinçon, pardon, qui s'inscrit justement dans cette dynamique et qui dit que ça fait quelques années que nous avons de forts arguments pour l'implication du microbiote dans l'axe intestin-cerveau et dans l'anorexie. Et dans quel sens penses-tu que la recherche doit avancer pour se rapprocher d'une intervention clinique? ben, je pense que l'avenir va être sur la modulation du microbiote intestinal par différentes méthodes. On sait que dans les probiotiques, il y a certaines études qui ont montré qu'il y avait une amélioration, mais c'est des petits résultats subjectifs. Et je pense que l'avenir va être dans un essai sur la transplantation fécale. Bien sûr, chez des patients, il faut que celle-ci soit vraiment très sécurisée et puis voir ce que ça peut donner sur les symptômes de la maladie. Il faut qu'on aille vers une modulation du microbiote intestinal. On a, je pense, suffisamment de données pour pouvoir moduler le microbiote intestinal. Peut-être pas, pourquoi pas, si on arrive à mieux caractériser le microbiote et cette signature, le cibler, peut-être avec on sait qu'il y a des antibiotiques, il y a des probiotiques, mais il y a aussi la transplantation fécale. Donc à Mais voir. là, on a assez d'arguments pour à la fois clinique, préclinique sur les modèles, pour aller d'ores et déjà à une intervention sur le microbiote où il faut encore accumuler des Je, modèles, des je pense preuves qu'il y a précliniques. il y a des études et il y a des résultats qui vont arriver là. Et il y a dans Clinical Trial un essai de transplantation fécale déjà, qui a probablement commencé. Où Euh, ça? je ne sais plus, je pense que c'est dans les pays nordiques, mais je ne saurais pas te dire où exactement. D'accord. Non, j'ai un doute, c'est les Japonais. Le Au pays nordique, Japon. c'est autre chose, Ok. c'est le Japon. Les Japonais nous devancent toujours d'une longueur. Je pense qu'on a suffisamment donné. Je pense que les enjeux sont tellement importants, surtout chez les patients non répondeurs. Donc, il y a, les enjeux, on n'a pas aujourd'hui de traitement. On a des patientes qui sont rechuteuses et qui sont dans des situations de dénutrition, qui sont coincées dans leur dénutrition. Et je pense que chez celle-ci, on peut quand même tenter quelque chose. Mais c'est toujours, on sait toujours que si on commence par les plus graves, les effets vont être plus modestes que si on va chez les autres. Mais je pense qu'aujourd'hui, on peut commencer déjà, en attendant que les résultats du devenir du microbiote arrivent, commencer à envisager une transplantation fécale, oui, Donc, chez les plus selon graves. toi, ce serait intervention nutritionnelle, bien sûr, assistance nutritionnelle, Bien sûr, évidemment, oui, plus ou moins transplantation de oui. microbiote fécal, Bah, quel que soit je pense l'accès. voilà, ça va être intervention nutritionnelle. Chez les plus graves, c'est toujours assistance nutritionnelle par voie entérale, plus peut-être probiotique et ou plus modulation. Et est-ce qu'on pourrait pas imaginer que certains microbiotes qui ont l'air d'être plus efficaces pour la récupération énergétique, et je pense notamment à des microbiotes de patients qui ont un grêle court,
Oui. qui donc ont besoin, quand il y a une adaptation des patients, sont plus efficients finalement. Est-ce qu'ils ne pourraient pas être optimisés pour justement favoriser la transplantation chez des patientes qui ont besoin de cette récupération? Je t'avoue que j'y ai jamais pensé, mais en t'entendant là, je me dis que c'est une super idée, sachant qu'il y a déjà une dysbiose chez des patients-là et on sait qu'il y a une émergence de certaines bactéries probablement potentiellement pathogènes. Donc, bah, les choses se discutent. Oui, mais aller vers un microbiote avec un rendement énergétique important, ça pourrait être intéressant, ou au moins le mimer sur certains profils. Bah, toute la difficulté de pouvoir y aller de façon sécuritaire pour les malades, c'est le fait que les patients sont gravissimes, qui ont on a beaucoup de patients, enfin beaucoup, certains patients font des translocations bactériennes sur une hyperperméabilité intestinale. Donc voilà, on avance avec beaucoup de prudence. Moi, j'avais des questions, une question en tout cas sur un des modèles cliniques et l'anorexie-boulimie, où il Oui. y a aussi des variations de poids. Parfois, c'est rapide des patientes, enfin, je le connais peut-être pas assez bien, mais et je me disais que peut-être l'analyse longitudinale de ce microbiote dans différentes phases de la maladie, est-ce qu'il y a des données qui pourraient être vraiment intéressantes pour faire un peu la part des choses? Est-ce qu'il y a des données en ce Sur sens? la forme avec Forme anorexie-boulimie, ouais. Oui. Alors, il y a pas il y a une seule étude, mais c'était l'étude de 2015 qui a un peu différencié les deux, anorexie mentale avec crise de boulimie, anorexie mentale restrictive pure, et qui a montré qu'il y a certains germes pathogènes qui étaient plus importants dans la forme avec conduite purgative. Mais ce qui est très difficile, c'est que chez le même patient, il y a un continuum entre les deux formes. Et souvent, chez un même patient, il y a des phases restrictives et des phases avec conduite de purge. Donc, Hmm. d'où la difficulté de vraiment séparer les deux groupes, parce qu'on peut commencer avec deux groupes et deux types différents, et puis se retrouver avec des croisements entre les différents. Surtout si on veut mener des études longitudinales. Longitudinale. Et quand elles ont des conduites de purge, elles, je dis elles, mais il y a aussi des Oui. garçons, on ne sait pas depuis combien de temps, parfois c'est caché. Donc, et combien de temps de conduite de purge il nous faut pour avoir un effet sur le microbiote intestinal. Donc, il faut vraiment bien phénotyper ces patients. Et c'est vrai qu'ils sont différents. Ils sont différents même sur le profil psychopathologique. Hmm. Ce serait hyper intéressant. En général, c'est des patientes qui ont des troubles de la personnalité borderline, qui commencent directement par des conduites de purge et non pas par une phase restrictive. Mais Hmm. celles-là, elles sont plus rares à phénotyper. Et tu as raison, certainement que celles-ci, parce que leur mode d'alimentation est différent des restrictives. Les restrictives, elles sont très hyperactives, très sélectives, avec une alimentation pauvre en graisse. Celles qui font des crises des crises de boulimie, elles vont manger tout et n'importe Hmm. quoi, gras sucré et se faire vomir. Donc probablement que c'est très différent. Hmm. Bon, ben, Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Allez-y, profitez-en. On est encore une petite c'est un soixantaine. sujet qui est passionnant, donc ça devrait générer plein de questions. Évidemment, il y a énormément de facteurs confondants, qu'ils Oui. soient psychologiques, alimentaires, métaboliques, hormonaux, etc. Et Mais il ce faut qui bien essayer de commencer à l'écrire et Bien sûr, clairement. Et je pense que ce qui manque aux études, c'est un bon phénotypage des malades. Parce que soit c'est des psychiatres qui font les études et on a un très bon phénotypage psychiatrique et peu de données nutritionnelles. Hmm. Vice-versa, c'est des nutritionnistes. L'idée, c'est d'avoir un bon phénotypage des patients avec une évaluation neuropsychologique et psychologique des symptômes. On sait qu'il y a aussi une association entre troubles du spectre autistique et anorexie mentale. Leur prévalence est plus importante et on Hmm. sait qu'il y a une dysbiose du microbiote intestinal dans Hmm. ce cas-là. Donc, il faut vraiment un phénotypage très, 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 très fin des malades. Et il faut aussi dans ce phénotypage inclure le phénotypage alimentaire. On sait que l'alimentation est très, très riche en fibres, mais peut-être phénotyper les différents types de fibres, les apports alimentaires quantitatifs et qualitatifs, et ça manque dans les travaux déjà existants.
Et Je pense que peut-être si on aussi n'a des... pas l'alimentation, c'est compliqué justement d'avoir une lecture critique de ce qui est le profil métabolomique, notamment pour ce qui concerne les acides gras en Exactement. chaîne courte, avec ces résultats qui Oui. sont différenciés, qui vont être influencés par justement l'alimentation en fibres, mais également par la rapidité du transit alimentaire, par éventuellement l'utilisation de laxatifs. Enfin, il y a vraiment un phénotypage très particulier à faire pour ces patients. Et vous avez raison, on a oublié de parler des médicaments. C'est des patients qui sont polymédiqués. Donc, et il y a une revue là, très, très détaillée qui a montré toutes les modifications du microbiote qui sont liées au traitement. Donc, c'est des patients qui prennent des laxatifs, qui prennent un traitement neuroleptique, qui peuvent avoir comme effet secondaire un ralentissement du transit. Donc, tout ça, c'est à prendre en compte. Alors, Pierre Poinceau nous demande et nous dit, j'en profite afin de phénotyper au mieux les malades. Penses-tu qu'il faille qu'on inclue des biobanques de sel Et oui, dans toutes les oui, études? oui. La réponse semble évidente. La réponse est évidente à condition d'uniformiser nos méthodes de recueil de sel et qu'on fasse tous pareil avec les mêmes kits et les mêmes. D'où le French Gut, par exemple. Recueil et Je pense conservation. que c'est important qu'on ait des corps qui soient suffisamment Deuxième. phénotypés, suffisamment importantes justement par rapport à ces pathologies qui sont multifactorielles et pour lesquelles il va y avoir de très nombreux biais. Et il faut qu'on ait beaucoup de patients Ouais. à des âges différents parce qu'il y a aussi le facteur âge. On sait par exemple que le taux de rémission, on dit qu'il y a un tiers, un tiers, un tiers, avec un tiers de rémission, voire de guérison, un tiers d'évolution défavorable et un tiers. Mais quand on regarde un peu plus finement avec une loupe, on a jusqu'à 80% de rémission chez les ados. Et plus on avance dans l'âge, et plus les rémissions sont Hmm. moins fréquentes. Donc peut-être aussi voir l'âge. Moi, j'ai des patients j'ai des patients les plus graves. Ils ont des indices de masse corporelle entre 8 et 12 et ils ont 10 ans d'évolution en moyenne de la maladie. Donc peut-être que aussi la dénutrition chronique, il faudrait les comparer à des jeunes ados qui viennent de rentrer dans la maladie. Des compléments en butyrate, est-ce que ça pourrait être utile, nous demande Christelle Basson. Complément en butyrate, aucune Je ne sais pas idée. si ça existe. Oui, Et aucune j'ai cru idée. comprendre qu'il y avait quand même Oui, des différences, des des différences résultats dans contradictoires. tous les acides gras à chaîne courte et que ce n'était pas aussi simple que ça. Et puis la problématique, ça va être l'absorption. Qu'est-ce qui va se passer au niveau du tube digestif haut, sachant que l'absorption se fait essentiellement au niveau du côlon. Oui, On exactement. pourrait faire des lavements, on pourrait imaginer des lavements comme on a imaginé la maladie inflammatoire, Oui. chronique de l'intestin. On peut imaginer des lavements. Et puis les butyrates, vous avez vu chez les Japonais, les Japonais ont montré qu'il y avait une diminution du taux de butyrate, mais nous, ce qu'on a fait, dans l'étude qu'on a fait, les taux de butyrate étaient plutôt élevés par rapport au contrôle. Donc c'est un peu difficile. Les résultats sont contradictoires. Et chez l'homme, dans les études cliniques, les résultats sont aussi contradictoires. Mais typiquement, là, on est dans des biomarqueurs qui sont très influencés par le type d'alimentation, la prise en charge qu'il y a au plan laxatif et ainsi de suite. Donc, je crois que comparer les études est complexe. Oui. Et Et peut-être, ouais. pardon, d'autant plus, enfin, c'est d'autant plus difficile sur les études anciennes qui commencent à devenir anciennes. Bon, je pense que de plus en plus là, on en sait un peu plus, on maîtrise un peu plus les techniques. Peut-être que au fur et à mesure du temps, on va avoir des études qui sont plus comparables que ce qu'elles n'étaient avant. On est quand même face à un groupe de maladies très graves. Je pense que, évidemment, le soutien nutritionnel, psychologique, la prise en charge globale, elle est majeure. Et comme on est pris en défaut quand même dans cette prise en charge, j'ai l'impression qu'on peut faire porter beaucoup d'espoir avec la modulation du microbiote dans ces Faire très maladies graves, attention, oui. qui peut aussi nous dévier, mais je crois que vous l'avez dit, enfin tu l'as dit, Oui. d'aspects essentiels dans la prise en charge de la maladie. Alors, Il ma faut qu'on question, elle fasse est très, très très attention. difficile. Ma question, elle serait, quel serait peut-être la bonne fenêtre de tir ou le profil de malade qui pourrait le plus en tirer bénéfice? Ou est-ce que c'est un tout petit volet d'amélioration qu'on peut en attendre?
Enfin, comment Je ça se pense qu'il situe faut, là-dedans? je pense qu'il faut être très, très prudent sur les Mm. messages qu'on peut véhiculer. C'est pas Mm. le traitement de l'anorexie comme on a pu avoir sur le Lyme et donc, il faut être très prudent là-dessus. Et peut-être qu'il faut cibler, par exemple, les troubles fonctionnels intestinaux et le rondement alimentaire pour commencer. Et bien sûr, ça ne nous empêche pas en objectif secondaire de regarder un peu l'anxiété, la dépression, l'activité Mm. physique problématique, etc. Mais je pense qu'il faut aller sur des objectifs très somatiques. Donc, il y a des complications somatiques. J'ai pas parlé ici des complications hépatiques et du lien avec le microbiote intestinal. Mm. Chez les souris transplantées, on a trouvé une stéatose chez un certain nombre de souris, juste par transplantation fécale. Donc, il y a tous ces symptômes qu'on peut peut-être éventuellement chercher à améliorer, les symptômes qui restent somatiques. Et puis ensuite, regarder ce qui se passe. Et puis, il y a l'axe intestin-cerveau, les symptômes d'anxiété, de dépression, sachant que c'est des symptômes qu'on voit aussi chez les grévistes de la faim, par exemple, et dans certaines expériences. Donc, voilà, quelle est la cause et la conséquence? Aujourd'hui, il faut être très prudent et probablement moduler pour améliorer le pronostic global fonctionnel des malades. Et puis, on verra après Mm. ce que ça donnera. Très bien. Merci pour ce message qui donne de l'espoir, mais qui reste mesuré. Et ce Euh, que je voudrais faire passer, ça n'a rien à voir directement avec, c'est que c'est une maladie qui reste curable. Donc, on a l'impression, quand on entend parler un patient, il a une anorexie mentale, c'est fichu. En fait, non, il y a une grande partie des patients qui arrivent à retrouver un état de rémission et à une guérison. Il y a une petite proportion qui a une forme grave avec une mortalité élevée, une chronicisation, etc. Donc, il faut toujours avoir l'objectif de la rémission et de la guérison, quelle que soit la durée de la maladie, Merci. en dehors Merci de beaucoup. en dehors du microbiote. Oui, oui, bien sûr. Je Voilà. pense que c'est une Eh bonne bien, manière avant de que... terminer. Oui, oui, et avant que le professeur Hanashi disparaisse dans le noir total de la nuit qui Oh s'installe, oui, il y a une lumière quelque on, part. on va la remercier. Et bah, vous remercier tous. Merci encore à Mina pour l'organisation Merci logistique de Mina, tout oui. ça. Merci Nathalie. Et on se retrouve au prochain événement, au Printemps du microbiote, le 19 mars, Écoute, mais à merci. 13h. Merci de m'avoir Merci encore. invité et merci pour ces échanges très intéressants. Au 19 À mars, bientôt. au revoir. Au revoir à Au tous. revoir. Éteindre la lumière complètement là. Au revoir. Au revoir.